BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Voilà, le deuxième chapitre de quoi je me mêle. Vous le savez, tous les week-ends, une petite heure pour revenir sur toute l'actualité et cette actualité décryptée par de vrais experts que vous connaissez, évidemment Éric Le Bourlou, journaliste à 01net.com, rédacteur en chef de 01net.com, et puis Anthony Morel, qu'on retrouve sur BFM Business le matin, dans Good Morning Business, mais aussi évidemment sur RMC entre midi et 2. Voilà. Et puis, dans De quoi je me mêle aussi, bien évidemment. Pour cette deuxième partie, évidemment, on va toujours commenter l'actualité et peut-être s'intéresser à Mark Zuckerberg qui est sorti de sa boîte là, ces derniers jours pour nous parler encore de son... Il est sorti du métaverse. J'ai l'image de Mark Zuckerberg qui sort d'une boîte. Oui, tu sais, Il ressort, oui, c'est ça. Ouais. avec son masque. Avec son masque. Comme ça. Et donc, Mark Zuckerberg a encore parlé du métaverse. Ouais, c'est étonnant. Dis donc, Ouais, c'est très étonnant. C'est étonnant. Ça tourne à l'obsession, cette histoire, quand même. Maintenant, d'ailleurs, rien que sa boîte s'appelle Meta, donc bon, il est obligé d'en parler quand même. C'est vrai. Non, il était au South by Southwest, ce festival à Austin, très célèbre. C'est quand même un endroit, alors moins célèbre, peut-être il a perdu un petit peu de sa superbe, le South by Southwest. C'est là quand même où a été lancé Twitter ou Periscope, des choses comme ça. Periscope, ça fait un moment qu'on en avait parler de ce truc-là. Periscope, c'est clair. Oh là là, c'est fini. Periscope. Il y a des trucs comme ça, tu sais, qui ont eu une hype incroyable. Vous vous rappelez de Clubhouse ? Ouais, voilà, exactement. Tu vois, on a pensé à la même chose. Et dire que j'ai fait des Clubhouse, moi, il y a un Mais moment. attends, mais c'était là, en termes de hype, tout le monde devait être sur Clubhouse. Oui. C'était un truc de fou, ça devait être le nouveau. Mais petite parenthèse, Twitter. c'était très très cool, franchement. Mais bien Moi, sûr, je regrette vraiment que ce type d'application n'ait pas pris parce que c'était vraiment très cool. Il y en a une qui a pris quand même un peu, c'est Twitter. Enfin, là, on s'éloigne, mais c'est Twitter Spaces qui quand même fonctionne un petit peu. Et c'est parce que on pourra revenir sur Clubhouse. Le problème de Clubhouse, c'était que des journalistes et des venture capitalistes. Oui, c'était l'entre-soi. C'était l'entre-soi. Ouais, c'est clair. Il aurait fallu pouvoir élargir. Mais pourquoi ? Parce que c'était sur invitation. Et je pense que à la fois ça crée de la hype, mais en même temps ça empêche les gens de massivement d'arriver sur le service. Bref. Très bien. Non, mais on a ravi Clubhouse pour l'hiver. Voilà, ça c'est bon, on coche la case. Donc, on était au SXSW, on écoute de la musique, on boit des coups, on découvre des trucs high-tech. C'est très sympa. Et puis donc Mark Zuckerberg. C'est à Austin, c'est au Texas. C'est à Austin, ouais. Et Mark Zuckerberg a donc fait une conf parce qu'en fait c'est quand même important de faire un petit chat au South by Southwest. Et évidemment, il a parlé de Metaverse et il a parlé aussi de NFT. Alors, je sais que c'est un sujet qu'on a plein de fois évoqué ici, mais il a confirmé que Instagram... Je reprends mon petit bingo, donc on a Metaverse, NFT... Ok, c'est alors bon. Attends, ça c'est bon, je coche. Il en manque un. Bon, il va pas tarder, je pense. Non, il a confirmé que Instagram, donc qui est quand même un des sites majeurs de Meta aujourd'hui, allait bientôt... Alors, il n'a pas dit sous combien de temps, mais bientôt accepter les NFT, enfin supporter les NFT. Autrement dit, on va pouvoir, quand on dispose de NFT, les afficher sur son profil Instagram. Il a dit aussi que, ça c'est une première étape, mais qu'il aimerait bien aussi que sur Instagram on puisse forger des NFT, on va dire, et qu'il existe sur Instagram une place de marché pour les NFT, un peu comme OpenSea par exemple, et que finalement Instagram devienne peut-être un concurrent d'autres sites qui aujourd'hui font gèrent du ce business marché, avec quoi. les NFT, etc. Alors il n'a pas donné du tout de date ou il n'a pas été très précis quant à l'arrivée de ces nouvelles fonctions, mais c'est intéressant parce que évidemment quand Mark Zuckerberg arrive au South by Southwest où on a de l'innovation. Et en fait, il est là pour parler de NFT. Pourquoi ? Parce que c'est très à la mode, c'est hype, et il sait très bien que lui, ses services, Instagram, il y a TikTok aujourd'hui, c'est compliqué. Facebook, il y a de moins. On en a parlé déjà ici. C'est vrai qu'on y va de moins en moins. Bon, il est un peu quand même sur une pente descendante et il s'est dit, tiens, je vais me raccrocher un petit peu à toute cette hype sur le Web3, sur les crypto-monnaies,
parce que il faut qu'on essaye de rester pertinent, évidemment. Donc il donne pas vraiment de date, mais il est dedans. Il est sur les NFT, il est sur Instagram. Instagram va devenir plus moderne que TikTok en supportant les NFT. Bref, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Je pense en tout cas que si Instagram devient une place de marché NFT, ça va quand même pas mal changer le produit au final, parce que même s'il est logique que sur Instagram, où il y a beaucoup d'œuvres d'art, on puisse y voir des NFT, ça paraît pas complètement débile a priori. Ça risque quand même d'être un petit peu bizarre pour de nombreux utilisateurs d'Instagram. Ouais. Donc, on va ce voir. serait en tout cas un outil de démocratisation incroyable pour le NFT. c'est sûr. On pense du bien ou du mal, on a déjà eu ce débat sur les NFT, mais enfin, en tout cas, là, effectivement, pour l'instant, il y a encore une barrière à l'entrée qui fait c'est compliqué, objectivement. Si tu as ça dans Instagram et que c'est bien expliqué. Exactement, ça, tout le monde ne va pas aller sur OpenSea, etc., ouvrir un wallet, etc. Alors que avoir son wallet, alors parce qu'en plus, au-delà de ça, Zuckerberg avait dit, il travaille aussi sur un portefeuille numérique qui s'appelle Novi. Donc on pourrait imaginer aussi une intégration des NFT dans le portefeuille numérique. Donc s'il crée comme ça un écosystème qui soit hyper facile à utiliser, parce que c'est le propre des réseaux sociaux et d'Instagram en particulier, et que tu puisses effectivement à la fois acheter, consommer des NFT et les minter, oui, là ce serait un coup de boost incroyable pour cette industrie. Mais il faut que ça aille plus loin, effectivement, que ce que fait par exemple Twitter, tu sais, où tu peux mettre en NFT une profile picture qui est une profile picture normale, sauf qu'elle est hexagonale. J'ai toujours pas compris l'intérêt que ça avait. Là, on voit que Instagram a quand même un projet un petit peu plus poussé, même si en étant un peu mauvaise langue. Je te rejoins, Eric, sur ce que tu disais. On a un peu l'impression que c'est le vieux qui joue aux jeunes. Ça me fait penser au même, tu sais, où tu vois Steve Buscemi arriver dans un lycée. Hello fellow kids, il est habillé en jeune avec un skateboard, genre il a 55 ans, tu sais. Et c'est vraiment ça, tu vois, c'est un peu l'impression que ça donne. Non, j'exagère. C'est évidemment Facebook, Meta a des ressources incroyables, des ingénieurs géniaux qui peuvent faire en sorte que ça fonctionne. Ouais. Franchement, je pense qu'il ne faut pas trop enterrer très vite Meta. Évidemment. Je pense qu'ils ont beaucoup d'argent. Il ne faut pas l'oublier. Ils vont, rappelons-le, embaucher 10 000 personnes en Europe pour travailler sur le métavers. C'est pas rien. Après, on verra ce que ça donne. Alors, mais au moins, il a une vision. Il a une vision. On semble qu'il ait une vision. Tu as raison. Mais le truc, c'est que c'est un pas. Et puis, il travaille aussi sur le hardware. C'est ça qui est intéressant. On va en parler tout à l'heure avec les lunettes. Bon, ça, c'est autre chose. Mais il y a toute une gamme de casques. On imagine que là, dans les prochains mois, prochaines semaines, on devra avoir un nouveau masque Quest, Meta Quest, donc qui sera sans doute encore mieux. Donc, Facebook boucle la boucle, en quelque sorte. C'est un peu le Apple du métaverse, finalement. Maintenant, il faut voir, après, jusqu'où ça va aller. Si les gens vont vouloir les suivre. C'est ça. Ouais. Exactement. Non, mais c'est clair. Il tente des trucs, on peut pas leur enlever ça. T'as raison. Il tente des trucs et il a une vision qui, pour le coup, tu vois, sort de son cœur de métier. Il comprend que Facebook c'est en train de vieillir, que probablement le coup d'après c'est d'essayer de nous transporter dans un. Enfin, pourquoi pas, c'est une vision très ambitieuse, mais vraiment, effectivement, c'est hyper risqué. Enfin, c'est 50-50, quoi. C'est très risqué. Tu mises quand même l'avenir du groupe, parce que tu le dis, 10 000 personnes, ce sont des fonds massifs qui vont être engagés. Et même si Facebook. Je crois que c'est 10 milliards, 10 milliards par an. Même si Facebook a des fonds, ils sont pas illimités non plus. C'est pas Apple. C'est pas Microsoft ou Apple. C'est pas Apple ni Microsoft. Et pour le coup, les recettes liées à Meta ont plutôt tendance en tout cas il y a un risque, parce qu'effectivement il y a un peu moins d'utilisateurs, il y a les règles de vie privée, etc., qui ciblent moins la pub, Google qui vont moins qui vont rendre en tout cas la vie plus difficile à Facebook en termes de ciblage publicitaire. Donc de ce point de vue là, les nuages sont en train de s'amonceler, donc peut-être que le salut c'est le métaverse, mais enfin c'est pas évident non plus. Non, c'est clair. Après c'est le produit, s'il fait un bon produit, il aura des utilisateurs, voilà, je pense. Donc on verra. Mais le boulot va être très long. Pour que ce soit utilisable et qu'on puisse un jour qualifier ça de vrai metaverse, c'est-à-dire d'un espace virtuel partagé entre plusieurs entreprises dans lequel on peut aller d'un endroit à un autre endroit par le biais notamment de casques de VR, mais c'est un boulot démentiel. Non, c'est clair. Donc, c'est peut-être la bonne direction, mais ça va arriver sans doute dans plusieurs années. Ah oui. On aura des lunettes Ray-Ban, c'est déjà pas mal. Quelle belle transition, Anthony. Alors là, franchement, mais on voit. Mais c'est un travail d'équipe, ça. Non, c'est du métier. C'est le métier. C'est le métier. Carrément. Et oui, alors qu'est-ce que c'est que ces lunettes Ray-Ban Meta?
Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ils ont sorti ça il y a quelques mois aux États-Unis. C'est en fait les premières, alors ils l'énoncent comme ça, les premières lunettes de réalité augmentée. Alors, c'est pas vraiment de la réalité augmentée, parce que c'est pas de la réalité augmentée du tout, même, de Meta, mais c'est le premier pas de Meta vers des devices de ce genre. En fait, c'est pour nous habituer à mettre des lunettes qui font autre chose que juste nous protéger du soleil, quoi. Alors là, c'est concret. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de choses un petit peu vaseuses, etc. Là, ces lunettes arrivent dans certains pays là maintenant et en avril en France. Ça arrive en avril en France. On pourra les acheter chez des opticiens. Au prix de 329 €, à partir de 329 €. Et en fait, qu'est-ce qu'elles font ces lunettes ? Elles vous permettent de filmer entre 30, jusqu'à 30, voire 60 secondes sans les mains, donc avec simplement le device sur les yeux. Et puis, vous appuyez sur un petit bouton, vous faites une commande vocale, on pourra aussi les activer par commande vocale, et ça déclenche une vidéo que vous pourrez ensuite exporter. Alors, pas directement, c'est intéressant d'ailleurs, ce ne sera pas directement exportable sur les réseaux sociaux de Facebook. On ne pourra pas directement faire passer cette vidéo des lunettes jusqu'à Instagram ou Facebook. Il faudra passer par une nouvelle application qui s'appelle Facebook View, je crois. Je ne sais plus son nom, bref, désolé. D'accord. Qui réceptionnera en fait les flux vidéo. Et ensuite, on pourra les éditer, les couper éventuellement pour les envoyer sur les réseaux sociaux. Alors, d'après Facebook, c'est une manière de protéger, d'éviter qu'on ait tout de suite ce flux qui est potentiellement, qui vient quand même de vos yeux, donc qui est quand même plus immersif en un sens. Et on ne pourra pas faire de direct. Et on ne pourra pas faire de direct, non. Exact. Mais on peut quand même filmer les gens à leur insu. Oui. Toujours ça. Alors. Oui, tu as raison. Avec une petite loupiote qui s'allume. Mais on met un scotch dessus, c'est fini. En plein jour, est-ce que tu vas faire gaffe le gars, est-ce que la lumière est allumée et tout, tu sauras pas que quelqu'un est en train de te filmer, quoi. C'est ça la réalité, c'est quand même ça. Ce qui est quand même un peu embêtant. C'est embêtant. Surtout quand tu t'appelles Facebook, que tu traites de 3 c'est pas pour les accabler, tu vois. J'aime bien avec Facebook, il n'y a pas de problème, mais bon, moi, je sais pas si c'est le bon match, comme on dit sur les sites de rencontres. Mais non. Écoute, moi je suis un petit peu dubitatif par rapport à ça. Autant je suis très excité par tout ce qui est métaverse, etc., et peut-être un peu trop. Autant ça me semble relever vraiment du gadget. Quand ils disent c'est un premier pas vers les lunettes de réalité augmentée, moi je vois même pas le premier pas là. C'est un truc, ça n'a rien à voir pour moi. C'est juste des lunettes avec une caméra, quoi. C'est pas du tout pareil. Alors attention, il y a aussi des haut-parleurs. Et l'usage principal qu'en font les personnes qui ont déjà acheté ces lunettes, je sais pas si tu as lu ça, mais c'est assez intéressant. Ça existe depuis quelques mois aux USA. Et en fait, les gens ne se servent pas trop de la caméra, se servent en fait des haut-parleurs parce que tu peux écouter de la musique, tu peux écouter des podcasts et tout. Et là, on revient un peu aux lunettes Bose, exactement. qui étaient sorties il y a quelques années. En gros, ils mélangent deux choses qui existaient déjà. Tu avais les lunettes Snap qui faisaient exactement la même chose, des Spectacles il y a plusieurs années. Et qui ont fait un peu un bidin. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous avez déjà croisé dans la rue une personne qui portait des Spectacles de Snap ? Oui, moi à Las Vegas, mais c'était des... hors CES de Las Vegas. Mais c'était les hôtesses de Snapchat. Qui, je pense, étaient un peu obligées. Effectivement. Autrement, elles étaient virées sur le champ. Tu as trouvé un bon contre-exemple. C'est vrai. Mais à part ce cas, quand même, tu l'admettras assez circonscrit. Tout à fait. On en croise assez peu, quoi, globalement, parce que oui, je veux dire, je connais personne, franchement, qui a envie de porter des lunettes et d'appuyer sur un bouton pour filmer. Mais si je puis me permettre, là, ce sont des Ray-Ban. C'est là où ça change tout. Tu vas pouvoir t'acheter une paire de Wayfarer qui a un peu, je sais pas si, mais les Wayfarer de Ray-Ban, c'est des lunettes qui sont hyper connues. Ouais, c'est vrai. Donc tu te retrouves pas avec des lunettes Snapchat qui te faisaient ressembler à un pingouin, quoi. Ouais, là, c'est vrai. Elle ressemble à des lunettes. Ça ressemble à des lunettes. Et le côté musique, effectivement, alors avec pour le coup, je peux comprendre. Ça, je trouve ça, j'aime bien le concept pour le coup avec la conduction osseuse et le son qui arrive directement, ça fonctionne assez bien. Ça, c'est pas mal. Moi, je vois pas quand même un grand avenir pour ce genre de device. J'y crois pas tellement. Alors, on verra. Peut-être que. Juste moi, si je puis me permettre, je pense que le jeune public sera beaucoup plus apte à utiliser ce type d'objet que nous. Pourquoi ? Parce que nous, c'est vrai qu'on se pose toujours les mêmes questions. La sécurité des données, le fait qu'on ne sache pas qu'on soit filmé ou pas. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les jeunes générations, en fait, ont tellement intégré ce type d'usage que finalement, ça peut avoir peut-être du sens. Le seul problème, c'est que ça coûte cher. Voilà, c'est 300 balles, minimum. Si tu veux, après des verres à ta vue, il faut que tu rajoutes. Enfin, si tu dois avoir des corrections. Donc, on verra. Mais en tout cas,
Facebook teste des trucs. Non, et mais avec c'est ça. Ray-Ban. Non, Et mais avec Ray-Ban. on peut pas leur enlever ça. Et effectivement, l'idée, parce que c'est vrai, enfin, je comprends aussi la logique, c'est-à-dire que la première expérience qu'on a eue des lunettes connectées, c'était les Google Glass, qui ont été un bid qui était probablement très en avance sur leur temps aussi, parce que Oui. d'une part, Et puis elles avaient jamais été commercialisées au grand public, les non, Google c'est Glass, vrai. hein. Non, mais ils avaient quand même l'objectif de le faire. Oui, oui, C'était oui, vraiment, on les avait testés. Oui, tout à tu vois, fait. il y avait vraiment ce truc. Moi, Tout je à me fait. souviendrai toujours de la démonstratrice de Google qui me dit qu'elle-même, alors elle venait de New York, elle n'osait pas les porter dans la rue, quoi, parce qu'on la Ouais. regardait comme une extraterrestre, parce que pour le coup, ça faisait vraiment des lunettes Ouais. de cyborg. Mais bien sûr. Et puis en plus, il y avait ce côté hyper intrusif, tu sais pas quand t'es filmé, etc. Donc je comprends la logique de Facebook qui est assez maligne de s'allier avec un vrai designer, un vrai professionnel des lunettes pour faire un truc qui ressemble à quelque chose qu'on ait envie de porter. Après, ça ne résout pas le problème respect de la vie privée. J'entends l'argument, c'est vrai, c'est aussi une question de génération probablement. Après, est-ce que les jeunes générations, enfin les très jeunes génération Z, est-ce qu'ils ont 350 balles à mettre dans une paire de lunettes? Pas tous non C'est plus, ça. C'est probablement ça. pas. Bon. Mais en tout cas, oui, et effectivement, déjà à l'époque, alors peut-être que le monde a changé depuis, mais à l'époque, le vrai problème des Google Glass, ça a été ça. Ça a été que Oui, c'était- oui, oui. et il y avait déjà cette petite LED Bien sûr. qui prévenait, je crois, Oui, qu'on oui, qu'on tout à était fait. en train de filmer. Enfin, sauf qu'il y C'était avait des mecs qui avaient réussi à la hacker. Hein, Ouais. voilà. Comme C'était ça le peut-être problème. ce sera le cas aussi dans le cas des lunettes Facebook. Le problème, c'est qu'effectivement, ça filmait les gens à leur insu éventuellement, et que du coup, c'était la fonction principale du truc, et c'était gênant, quoi. Il nous reste 10 minutes. J'aimerais qu'on évoque Kaspersky quand même, parce que c'est du lourd. On a tous connu voilà, les McAfee, les Kaspersky, les Norton. Ça fait partie un petit peu de notre patrimoine de sécurité sur nos ordis. Hein. Moi, je me souviens, dans les années 2000, avec mon Pentium MMX, j'installais tout de suite un Kaspersky. Et j'étais bien content. Mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent toujours. Oui, voilà. J'avais l'impression d'avoir une armure. Voilà, mon PC sûr. était protégé, etc. Enfin bon, parfois pas toujours. Mais Donc bon. ils ont une solide réputation, bien sûr, tout à fait. par rapport à d'autres leaders du éditeurs de secteur. logiciels, bien Ils sûr. ont une sérieuse réputation. Ouais. Et donc Kaspersky, qui, voilà, comme les autres, évolue, propose évidemment des solutions pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, se retrouve au cœur de la tourmente de ce conflit Russie-Ukraine, parce que Kaspersky, ben voilà, c'est des Russes. Et donc des espions, probablement. C'est ça. En tout cas, c'est le soupçon qui pèse, alors qui a pesé historiquement sur Kaspersky, mais là, évidemment, ça prend une autre saveur, j'allais dire. Et donc, il y a les autorités numériques des réseaux de différents pays qui ont un peu tiré la sonnette d'alarme. Là, le dernier en date, c'est l'Allemagne, donc c'est le BSI allemand, qui est l'équivalent de l'ANSSI chez nous, l'agence de sécurité informatique, qui explique que Kaspersky pourrait être impliqué dans d'éventuelles attaques informatiques. Alors, je les cite, c'est traduit de l'allemand, mais c'est à peu près ça. Un fabricant informatique russe peut lui-même mener des opérations offensives, être contraint d'attaquer des systèmes cibles contre sa volonté, ou être lui-même victime d'une cyberattaque à son insu, espionné ou utilisé comme outil pour lancer des attaques contre ses propres clients. Donc en gros, on dit peut-être qu'ils le font exprès, peut-être qu'ils le font pas exprès, mais enfin en tout cas, ça peut être une sorte de cheval de Troie qui va être utilisé pour soit lancer des attaques, soit pour espionner des ordinateurs. Enfin en gros, si vous pouvez, désinstallez-le. L'ANSSI avait fait une petite déclaration quelques jours plus tôt qui était un petit peu plus soft en disant peut-être qu'à moyen terme il faudra réfléchir au fait de désinstaller Kaspersky, mais eux ils mettaient même pas en avant ce côté espionnage. Ils disaient c'est parce qu'en ce moment comme la Russie est complètement isolée, bah, peut-être que Kaspersky pourra pas faire autant ses mises à jour que d'habitude, ça va être compliqué. C'était pas une notion d'espionnage, c'était un manque de ressources qui les rendait peut-être moins performants que les autres. Exactement. Ça. Donc c'est pas pareil. Non, donc c'est pas pareil. Mais en tout cas voilà, ce soupçon d'espionnage, alors moi je suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Kaspersky a démenti. Kaspersky a démenti. Évidemment. Ils l'ont toujours fait. C'est ça qui est intéressant parce que c'est quand on regarde le passif, si vous voulez, Kaspersky a toujours eu vu peser sur lui ce spectre. Moi je me souviens, je suis allé les voir à Moscou, j'avais rencontré Eugène Kaspersky, le fondateur, et ça fait partie des éléments sur lesquels ils insistent beaucoup sur le fait qu'ils ont aucun lien avec le Kremlin, ce qui est alors, quand tu regardes le parcours même de Kaspersky lui-même, c'est marrant parce que c'est un ancien. Alors, j'ai repris son CV. Il est diplômé de la faculté de maths de la Haute École du KGB, ancien ingénieur du ministère de la Défense. Donc, bon, tu vois déjà. Gendre de Vladimir Poutine. Voilà, non, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, tu vois, ça te crée déjà le portrait. Et effectivement, de tout temps, ça fait des années, les Américains, dès 2017, je crois, ont interdit à toutes les administrations d'utiliser Kaspersky en disant, en accusant pour le coup directement
Kaspersky d'introduire, de scanner les ordinateurs à distance et de récupérer des informations et de les faire remonter vers le Kremlin, à tel point d'ailleurs qu'à l'époque, Kaspersky avait fait une grande opération de transparence. Ils avaient demandé à des auditeurs indépendants d'examiner leur code source. Ils avaient donné le code source de leurs antivirus en disant voilà, cherchez des backdoors, regardez s'il y a des trucs bizarres. Voilà. Alors après, je ne sais pas quels auditeurs ils avaient pris, je n'avais pas suivi tout en détail. Oui, c'était le frère de Kaspersky. Ouais, c'est ça, c'était Igor Kaspersky. C'était Igor Kaspersky. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que j'ai pas la réponse. Voilà, est-ce que c'est juste on va dire de la bataille géostratégique entre le camp occidental qu'il y a regardé les méchants russes c'est des espions? Est-ce qu'il y a réellement un risque? Moi, dans le doute, je vous le dis à titre personnel, si j'avais Kaspersky sur mon ordinateur, effectivement, par principe de précaution, j'aurais tendance à le désinstaller et à utiliser Windows Defender ou Norton ou ce que vous voulez. En tout cas, il faut en utiliser un autre quoi qu'il arrive. Mais bon, je sais pas si ces accusations sont avérées. En tout cas, c'est assez intéressant de voir qu'ils sont dans la tourmente à cause de ce conflit, quoi. Eric. Moi, je vais pas forcément prendre la défense de Kaspersky. Je dirais juste qu'effectivement, c'est un logiciel qui est installé un petit peu partout dans de nombreuses entreprises et que la question peut se poser. Moi, ce que je voudrais juste rappeler, c'est que ils font partie aussi des meilleures entreprises de cybersécurité. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens dont les antivirus font partie des meilleurs. Ils ont une expertise qui est vraiment excellente et reconnue. Ce sont des gens qui effectivement depuis des années, et à commencer effectivement par Eugène Kaspersky, sont vraiment des et de manière générale d'ailleurs en Russie il y a beaucoup d'experts en cybersécurité. Ils comptent parmi les meilleurs hackers du monde. Il y a des Russes. Bien sûr. Enfin, la plupart des cyberattaques proviennent de Russie. Ouais. Enfin, pas la plupart. Mais en tout cas, une bonne partie. En tout cas, ils ont de sacrés hackers en Russie et ils ont une culture informatique et de la sécurité informatique qui est extrêmement intéressante. Ce que moi je vois, c'est vrai que c'est compliqué de prendre position là-dessus parce qu'on est loin d'avoir tous les éléments. Ce que je vois, c'est que Kaspersky se défend, en tout cas évidemment, de tout ça. Il a été très critiqué au début de la guerre parce que finalement il a fait un tweet en disant ouais, moi je suis pas fan de cette situation, non à la guerre, mais en fait on va trouver un compromis. Donc voilà, il dit un compromis quoi, un compromis, non on veut pas de compromis. Enfin bon, il est revenu depuis dessus. Lui il parle clairement par exemple de guerre et de ils distancent quand même pas mal de la position. Ils sont pas sous le joug de l'autorité russe quoi. Exactement. On n'a pas l'impression. Ils sont basés en Suisse aujourd'hui, je crois en plus. Alors je sais pas, moi je les avais vus à Moscou, je te dis. Mais je crois que Kaspersky. Moi je les ai vus à la fête de la bière à Berlin. Je peux vous dire que c'était à Berlin. Qu'est-ce que je raconte à Hambourg. C'est bien. On raconte. Et est-ce qu'il y avait des hôtesses avec des lunettes spectacles comme à Las Vegas ou comment c'était? Ni à Hambourg ni à Berlin. La fête de la bière, c'est l'Oktoberfest, c'est à Munich. À Munich, c'est à Munich que je les ai vus parce qu'à une époque il aime beaucoup la fête de la bière. Ah oui. Bref, il faut bien se détendre un petit peu les gars quand même. C'est clair. Parce que mais en tout cas oui, ils ne sont pas dans leur communication dans on va dire dans le discours poutiniste. Oui. C'est peut-être une manipulation. C'est peut-être une manipulation. Attention. En tout cas, Kaspersky lui-même dit que en fait la décision notamment du BSI en Allemagne est une décision politique et non basée sur des faits techniques. Évidemment. Puisque je pense qu'il a même envie qu'on audite son code pour voir qu'il n'y a pas de loup. C'est pour ça que la position de l'ANSSI était, j'allais dire, plus subtile de ce point de vue-là, parce qu'en gros, on comprend quand même en les lisant que c'est peut-être bien de passer à autre chose juste au cas où, mais bon, c'est plutôt pour des raisons autres. Voilà. Ça me fait penser quand même à l'histoire de Huawei, cette histoire-là, non? Vous trouvez pas? Sur le côté politique, tu veux dire? Ouais, c'est-à-dire que là, d'un coup, les pays s'emparent d'une marque, disent écoutez, non, moi je ne l'utilise plus. C'est ce qui s'était passé avec Huawei, finalement. Et après, on peut peut-être imaginer toutes les accusations possibles et inimaginables contre Huawei, mais finalement, on n'a pas beaucoup de preuves, voire aucune, finalement. Et puis voilà, Kaspersky est à peu près dans la même situation, et c'est assez intéressant. Et dans les deux cas, c'est très compliqué. C'est très compliqué, y compris pour les journalistes, tu vois. Bien sûr, d'avoir parce que t'as pas accès à ce genre d'informations. En fait. C'est extrêmement compliqué. Et franchement, et quand on connaît nous un petit peu l'univers du numérique, il y a tellement de portes d'entrée possibles que personne ne pourrait savoir. Non, mais c'est ça. S'il y a des mais le truc, c'est que c'est très facile. Il y a des trucs et tout, tu peux pas savoir. Mais c'est très facile d'écrire une histoire où tu fais passer l'un ou l'autre pour le méchant de l'histoire. Mais voilà, ça c'est très facile. Voilà. Ça c'est très facile. Donc c'est toujours se souvenir que surtout dans le domaine de la sécurité informatique, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a beaucoup de nuances de gris.
Ça, c'est un film, non ? Aussi, et un livre. Oui. Attention, ce film-là, voilà, il faut un peu baisser la lumière. Tu regardes comme tu veux, François, après. Alors attendez, il nous reste 1 minute. J'aimerais quand même qu'on réagisse sur, on va dire, la pertinence de cette mise à jour de l'iPhone. Magnifique. Superbe. Ouais. Ça fait 2 ans, les amis, qu'on porte des masques. Ça fait 2 ans que, pour tous ceux qui ont un iPhone, on se retrouvait dans une situation terrible de rentrer son code et tout. Enfin, combien de fois on s'est retrouvé en plus avec les passes sanitaires et tout. T'as des gens qui attendent. Enfin, voilà, tout le truc. Je vais pas vous refaire l'histoire. Et là, une mise à jour arrive, Eric. Et oui, la mise à jour iOS 15.4. La 15.4. Voilà, qui vous permet tout simplement d'utiliser Face ID avec un masque. Alors qu'effectivement, comme tu disais Rappelons tout à que l'heure, depuis lundi, on n'a plus besoin de mettre un masque. enfin, sauf dans les transports, évidemment. Le timing est parfait. Timing parfait. Timing parfait, Alors, ouais. bon, les pauvres, ils sont pour rien, Mais non, Apple. Tout ce qu'on peut leur évidemment. reprocher, c'est d'avoir mis peut-être quasi 2 ans pour mettre à jour iOS. Oui, alors après, Finalement. Non, mais moi, alors décharge quand même. Enfin, j'imagine que d'un point de vue de l'ingénieur, faire de la reconnaissance faciale avec un masque, il faut quand même voir la prouesse que c'est, quoi. Enfin, tu vois, c'est vrai. hyper compliqué. C'est-à-dire que là, ils n'ont plus que les yeux et ton front. Normalement, la reconnaissance faciale, ça fonctionne par analyse de différents points du visage. On va analyser la distance entre ton nez et ton menton, tes oreilles, machin. Là, tu as quand même très peu d'éléments. Donc, j'imagine que ça doit être assez compliqué Non, c'est clair, ça doit être à compliqué. concevoir. Mais Non, c'est c'est vrai sûr. qu'en termes de timing, là, on est au top, quoi. Voilà, donc c'était la Pour la petite blagounette pour terminer ce de quoi je me mail. Voilà, même Apple de temps en temps, par le hasard des calendriers, fait des trucs un peu bizarres. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça nous permet de pouvoir déverrouiller, si vous avez un iPhone, dans les transports, dans les avions, Il y a une autre nouvelle etc., Apple, c'est etc., dans les salles d'attente. l'iPhone SE aussi. Vous n'avez pas besoin de Face ID puisque c'est toujours le qui vient de sortir, le nouvel iPhone SE. C'est toujours avec C'est Touch Touch ID. ID. Et oui. Et donc là, pas besoin de. Ouais, belle transition, puisque la semaine prochaine, notre camarade Pierre Fontaine viendra nous parler de ces nouveaux produits Apple. Il les a testés. Ah, il les a testés, ouais. L'iPhone Je le SE, confirme. l'iPad, donc l'iPad 5, c'est ça R. Non, l'iPad la Air. nouvelle iPad Air, ouais. Voilà, et puis aussi le Mac Studio. Et Voilà. l'écran qui va avec. Et l'écran qui Il va a avec. une semaine très 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 chargée. Il a une semaine très 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 chargée. Il sera avec nous la semaine prochaine pour nous parler de tout cela dans De quoi je me mail. Merci beaucoup Anthony. Merci. Un vrai plaisir. On se retrouvera dans 2 semaines, puisque après notre rendez-vous avec Pierre Fontaine, on s'accordera quelques jours de congé. On sera de retour début avril. Et merci aussi à Eric Le Bourleau, rédacteur en chef de 01net.com. Si vous voulez toute l'actu tech et l'expertise de la rédaction, c'est sur 01net que ça se passe. Merci de nous avoir suivis. De quoi je me mail qui vous attend donc partout, vous le savez, en audio, en vidéo, et puis j'ai le plaisir aussi de vous retrouver tous les soirs pour Tech & Co. Si vous nous regardez ou nous écoutez ce week-end du on va dire 20 mars, sachez que début de semaine je serai en Israël pour 2 Tech & Co exceptionnels au Technion. Le Technion, c'est une immense université qui se trouve à Haïfa, à une centaine de kilomètres de Tel Aviv, et c'est là que la tech grouille en Israël, et c'est passionnant. On aura des porte-parole de Waze, on va parler de food tech, on va parler de space tech, de cybersécurité, ça va être passionnant. 2 Tech & Co sur BFM Business. Depuis donc Haïfa, ça sera lundi et mardi prochain. Merci en tous les cas de nous suivre et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.